Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat examen de français, texte chapitre 23, la partie 1. Donc la première partie du chapitre 23. Du roman Le dernier jour d'un condamné. Texte. Tant que j'ai marché dans les galeries publiques du palais de justice, je me suis senti presque libre et à l'aise, mais toute ma résolution m'a abandonné quand on a ouvert devant moi des portes basses, des escaliers secrets, des couloirs intérieurs, de longs corridors étouffés et sourds, où il n'entre que ceux qui condamnent ou ceux qui sont condamnés. L'huissier m'accompagnait toujours. Le prêtre m'avait quitté pour revenir dans 2 heures. Il avait ses affaires. On m'a conduit au cabinet du directeur, entre les mains duquel l'huissier m'a remis. C'était un échange. Le directeur l'a prié d'attendre un instant, lui annonçant qu'il allait avoir du gibier à lui remettre afin qu'il le conduisît sur le champ à Bicêtre par le retour de la carriole. Sans doute le condamné d'aujourd'hui, celui qui doit coucher ce soir sur la botte de paille que je n'ai pas eu le temps d'user. C'est bon, a dit l'huissier au directeur. Je vais attendre un moment. Nous ferons les 2 procès-verbaux à la fois. Cela s'arrange bien. En attendant, on m'a déposé dans un petit cabinet attenant à celui du directeur. Là, on m'a laissé seul, bien verrouillé. Je ne sais à quoi je pensais, ni depuis combien de temps j'étais là, quand un brusque et violent éclat de rire à mon oreille m'a réveillé de ma rêverie. J'ai levé les yeux. En tressaillant, je n'étais plus seul dans la cellule. Un homme s'y trouvait avec moi, un homme d'environ 55 ans, de moyenne taille, ridé, voûté, grisonnant, un membre trapu avec un regard louche, dans des yeux gris, un rire amer sur le visage, sale en guenille, demi-nu, repoussant à voir. Il paraît que la porte s'était ouverte, l'avait vomi, puis s'était refermée sans que je m'en fusse aperçu. Si la mort pouvait venir ainsi, nous nous sommes regardés quelques secondes fixement, l'homme et moi, lui prolongeant son rire qui ressemblait à un râle. Moi, demi-étonné, demi-effrayé. Qui êtes-vous? Lui ai-je dit enfin. Drôle de demande. A-t-il répondu? Un frioche. Un frioche. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette question a redoublé sa gaieté. Cela veut dire, s'est-il écrié au milieu d'un éclat de rire, que le tôle jouera au panier avec ma Sorbonne dans 6 semaines, comme il va faire avec ta tranche dans 6 heures. Ah, il paraît que tu comprends maintenant. En effet, j'étais pâle et mes cheveux se dressaient. C'était l'autre condamné, le condamné du jour, celui qu'on attendait à Bicêtre. Mon héritier, elle a continué. Que veux-tu? Que veux-tu? Voilà mon histoire à moi. Je suis fils d'un bon piègre. C'est dommage que Charlot
et pris la peine un jour de lui attacher sa cravate. C'était quand régnait la potence par la grâce de Dieu. À 6 ans, je n'avais plus ni père ni mère. L'été, je faisais la roue dans la poussière au bord des routes pour qu'on me jetât un sou par la portière des chaises de poste. L'hiver, j'allais pieds nus dans la boue en soufflant dans mes doigts tout rouge. On voyait mes cuisses à travers mon pantalon. En avant, j'ai commencé à me servir de mes louches. De temps en temps, je vidais une fouilleuse, je filais une pelure. À 10 ans, j'étais un marlot, puis j'ai fait des connaissances. À 17, j'étais un grinch. Je forçais un boutonche. Je faussais une tournante. On m'a pris J'avais l'âge, on m'a envoyé ramer dans la petite marine. Le bagne, c'est dur, coucher sur une planche, boire de l'eau claire, manger du pain noir, traîner un imbécile de boulet qui me sert à rien, des coups de bâton et des coups de soleil. Avec cela, on est tendu. Et moi qui avais de beaux cheveux châtains, n'importe, j'ai fait mon temps 15 ans. Cela s'arrache. J'avais 32, 32, j'avais 32 ans. 32 ans. Un beau matin, on me donna une feuille de route et 66 francs que je m'étais amassé dans mes 15 ans de galère, en travaillant 16 heures par jour, 30 jours par mois et 12 mois par année. C'est égal, je voulais être honnête homme avec mes 66 francs et j'avais de plus beaux sentiments sous mes guenilles qu'il n'y en a sous une serpillière, serpillière de ratichon, mais que les diables soient avec le passeport. Elle était jeune et on avait écrit dessus forçat libéré. Il fallait montrer cela partout où je passais et le présente tous les 8 jours au maire du village. On me forçait de t'appliquer. La belle recommandation, un galérien, je faisais peur, et les petits enfants se sauvaient, et l'on fermait les portes, personne ne voulait me donner d'ouvrage. Je mangeais mes 66 francs, et puis il fallut vivre. Je montrais mes bras, bon au travail, on ferma les portes, j'offris ma journée pour 15 sous, pour 10 sous, pour 5 sous, point que faire. Un jour j'avais faim, je donnai un coup de coude dans le carreau d'un boulanger, j'empoignai un pain et le boulanger m'empoigna. Je ne mangeais pas le pain et je les galères à perpétuité avec 3 lettres de feu sur l'épaule. Passons maintenant aux questions de compréhension. Question 1. Où se déroule la première partie du texte et quel sentiment principal éprouve le narrateur dans cet endroit initial? Question 1. Où se déroule la première partie du texte et quel sentiment principal éprouve le narrateur dans cet endroit initial? La réponse. La première partie du texte se déroule dans les galeries publiques du palais de justice. Dans cet endroit, le narrateur se sent presque libre et à l'aise. Question 2. Vrai ou faux? Le narrateur est conduit à Bicêtre en compagnie du prêtre. Question 2. Le narrateur est conduit à Bicêtre
en compagnie du prêtre. La réponse, faux. Le texte précise que le prêtre a quitté le narrateur pour revenir 2 heures plus tard. Le narrateur est conduit à Bicêtre en compagnie de 2 gendarmes et de l'huissier. Question 3. Citez 2 éléments de la description de la ville traversée qui contrastent avec l'état émotionnel du narrateur. Question 3. Citez 2 éléments de la description de la ville traversée qui contrastent avec l'état émotionnel du narrateur. La réponse. 2 éléments de la description de la ville qui contrastent avec l'état émotionnel du narrateur sont: le soleil s'était levé, la ville s'éveillait, des ouvriers allaient à leur travail, des bourgeois ouvraient leurs boutiques, des jeunes filles en chapeau de paille passaient le bras dans celui d'un jeune homme en redingote. Tout cela allait venir, riait, vivait. Cette animation cette joie de vivre s'oppose à l'angoisse et au désespoir du condamné. Pour eux, le soleil était levé, comme d'habitude. Cette normalité de la vie quotidienne contraste fortement avec la situation exceptionnelle et tragique du narrateur. La 4e question, quel est le sentiment dominant du narrateur lorsqu'il prend conscience de la récréation, de la réaction des passants à la vue de la carriole? Question 4. Quel est le sentiment dominant du narrateur lorsqu'il prend conscience de la réaction des passants à la vue de la carriole? La réponse, le sentiment dominant du narrateur lorsqu'il prend conscience de la réaction du passant est la honte, comme l'indique la phrase. Des passants arrêtaient leur regard sur la carriole, regardaient avec curiosité ma figure. Mes frères, j'ai baissé les yeux. Question 5. Où le narrateur est-il finalement conduit à la fin de cet extrait? Question 5. Où le narrateur est-il finalement conduit à la fin de cet extrait? La réponse. À la fin de cet extrait, le narrateur est finalement conduit dans une cellule à Bicêtre. Passons maintenant aux questions d'analyse et de langue. Question 6. Relevez dans le premier paragraphe une expression qui crée une atmosphère de confinement et d'enfermement. Question 6. Relevez dans le premier paragraphe une expression qui crée une atmosphère de confinement et d'enfermement. La réponse. Dans le premier paragraphe, l'expression porte basse, des escaliers secrets, des couloirs intérieurs, de longs corridors étouffés et sourds, où il n'entre que ceux qui condamnent ou ceux qui sont condamnés, crée une forte atmosphère de confinement et d'enfermement. Les adjectifs basse, secret, intérieur, étouffé, sourd et la précision de ceux qui y entrent soulignent la privation de liberté. Question 7. Analysez l'emploi de la conjonction de coordination et, dans la phrase, un employé des prisons a répondu: à sa loge, on m'a fait descendre mes jambes, on fléchit sur moi, on m'a soutenu. Quel effet produit cette juxtaposition de phrases courtes? Question 7. Analysez l'emploi de la conjonction de coordination et, dans la phrase, un employé des prisons a répondu: à sa loge, on m'a fait descendre mes jambes, on fléchit sur moi,
On m'a soutenu quel effet produit cette juxtaposition de phrases courtes. La réponse, l'emploi de la conjonction de coordination est ici créer une juxtaposition de phrases courtes qui accentue la rapidité et la succession des actions subies par le narrateur. Cela donne un effet de précipitation et de passivité, soulignant le manque de contrôle du narrateur sur les événements. Chaque action est présentée de manière brute et directe, renforçant le sentiment d'impuissance. Question 8. Identifier la figure de style présente dans l'expression. La haute et sombre muraille du palais de justice s'est éloignée, s'est estampée dans le brouillard. Expliquer son effet dans ce contexte. Question 8. Identifier la figure de style présente dans l'expression. La haute et sombre muraille du palais de justice s'est éloignée, s'estomper dans le brouillard. Expliquer son effet dans ce contexte. Question 8. La réponse pour la question 8. La figure de style présente est une personnification attribuée au mur du palais de justice et action de s'éloigner et de s'estomper leur donne des caractéristiques humaines. Dans ce contexte, cela renforce l'idée que même les bâtiments, symboles de la justice et de son emprisonnement, semblent abandonner le narrateur disparaissant de sa vue, comme s'il se désintéressait de son sort. Cela accentue son sentiment d'isolement. Question 9. Quelle est la nature de la fonction grammaticale du mot souligné adieu, palais, vieille et auguste, maison où j'ai cru il y a 7 semaines, rentrer livre. Question 9. Quelle est la nature et la fonction grammaticale du mot souligné adieu, palais, vieille et auguste maison où j'ai cru il y a 7 semaines, rentrer livre. La réponse, le mot souligné veille est un adjectif qualificatif. Il a pour fonction grammaticale d'être épithète et non maison, qu'il qualifie en apportant une information sur son âge. Question 10. Réécrivez la phrase suivante en remplaçant le registre courant par le registre familier. Des jeunes filles en chapeau de paille passaient le bras dans celui d'un jeune homme en redingote. Je répète la question 10. Réécrivez la phrase suivante en remplaçant le registre courant par le registre familier. Des jeunes filles en chapeau de paille passaient le bras dans celui d'un jeune homme en redingote. La réponse, en remplaçant le registre courant par le registre familier, la phrase pourrait devenir des gonzettes. Des gonzettes en canotier se pétaient le bras avec un mec en costard. Le registre familier peut varier et cette proposition est une interprétation possible. Question 11. Expliquez le sens de l'expression « j'ai senti ce bruit » puisque dans mes entrailles, quel sentiment cela traduit-il? Question 11. Expliquez le sens de l'expression « j'ai senti ce bruit puisque dans mes entrailles ». Quel sentiment cela traduit-il? Réponse 11. L'expression « j'ai senti ce bruit puisque dans mes entrailles » signifie que le bruit lourd et sinistre de la porte de la cour qui se referme a provoqué chez le narrateur une sensation physique profonde et désagréable. Cela traduit un sentiment de terreur, d'angoisse et de présage funeste.
Le bruit n'est pas seulement entendu, il est ressenti viscéralement, soulignant son impact émotionnel intense. Question 12. Analysez l'emploi répétitif du pronom personnel je au au début de nombreux paragraphes. Quel effet cela produit-il sur le lecteur? Question 12. Analysez l'emploi répétitif du pronom personnel je au début de nombreux paragraphes. Au début de nombreux paragraphes. Quel effet cela produit-il sur le lecteur? Réponse. La réponse, l'emploi répétitif du pronom personnel je au début de nombreux paragraphes met l'accent sur la subjectivité du récit et la focalisation interne. Le lecteur est constamment ramené au point de vue du narrateur, partageant directement ses sensations, ses perceptions et ses émotions. Cela crée une intimité avec le personnage et renforce l'aspect personnel et poignant de son expérience. Question 13. Identifiez un champ lexical dominant dans le texte. Justifiez votre réponse en relevant au moins 3 mots ou expressions appartenant à ce champ lexical. La question 13. Identifiez un champ lexical dominant dans le texte. Justifiez votre réponse en relevant au moins 3 mots ou expressions appartenant à ce champ lexical. La réponse, un champ lexical dominant dans ce texte, est celui de l'enfermement et de la privation de liberté. On peut relever les mots ou expressions suivantes: porte basse, escalier secret, corridor étouffé et sourd, géole royale, fer, grille, mur cour étroite et humide, cellule, grillée de gros barreaux croisés, verrous, chaîne. La récurrence de ces termes souligne la réalité et l'incarcération du narrateur. Question 14. Dans la phrase une de ces tours, massives et carrées, m'a longtemps caché le ciel, quel est le sens symbolique possible de l'action de cacher le ciel? Question 14. Dans la phrase une de ces tours massives et carrées m'a longtemps caché le ciel, quel est le sens symbolique possible de l'action de cacher le ciel? La réponse, l'action de la tour massive et carrée cachant le ciel peut avoir plusieurs sens symboliques. Le ciel est souvent associé à la liberté, à l'espoir et à une dimension spirituelle ou transcendante. En cachant le ciel, la tour, symbole de l'institution judiciaire et carcérale, représente l'obstruction de cet espoir et de cette liberté pour le narrateur. Cela peut également symboliser l'enfermement physique, mais aussi psychologique, le privant d'une perspective plus vaste et le confinant à son destin tragique. Question 15. À quel temps verbal principal le récit est-il écrit? Justifiez cette utilisation en relevant un exemple. Question 15. À quel temps verbal principal le récit est-il écrit? Justifiez cette utilisation en relevant un exemple. La réponse. Le récit est principalement écrit au passé simple. On peut relever de nombreux exemples tels que je me suis senti, toute ma résolution m'a abandonné, on a ouvert, m'a remis, s'est ouvert, et monté, s'est assis, et monté, s'est renfermé, et senti, s'est mise. Et regardé, s'est éloigné, s'est estampé, m'a caché et aperçu, enlongé, s'est élevé, s'éveillé, etc. L'utilisation du passé simple permet de raconter des actions passées
est achevé, contribuant à la progression du récit et à la narration des événements vécus par le narrateur. Passons maintenant à la production écrite. L'énoncé. Le narrateur éprouve un contraste saisissant entre la vie animée et la ville et sa propre situation de condamné. Selon vous, comment la prise de conscience et la liberté des autres peut-elle affecter une personne privée de la sienne? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples précis. Je répète le sujet. Le narrateur éprouve un contraste saisissant entre la vie animée et la ville et sa propre situation de condamné. Selon vous, comment la prise de conscience de la liberté des autres peut-elle affecter une personne privée de la sienne? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples précis. Les critères de correction, conformité à la consigne d'écriture, cohérence de l'argumentation, correction de la langue et mise en page et ponctuation. Passons maintenant à la correction de la production écrite. La confrontation entre l'effervescence du monde extérieur et l'isolement d'une personne incarcérée engendre inévitablement un contraste saisissant. Un individu privé de sa liberté, qu'il s'agisse d'un narrateur condamné à mort ou Antigone face à son sort, est constamment confronté par la pensée ou par des bribes d'informations à la vie normale qui se poursuit au-delà des murs de sa captivité. La question se pose alors avec acuité: comment cette prise de conscience de la liberté des autres peut-elle impacter profondément celui qui en est privé? Tout d'abord, la perception de la liberté dont jouissent autrui peut exacerber de manière douloureuse le sentiment de perte et d'injustice chez la personne emprisonnée. Le narrateur du dernier jour d'un condamné d'Hugo, par exemple, est hanté par la conscience du temps qui s'écoule pour les autres, un temps rempli d'activités banales et de projets d'avenir qui lui sont désormais interdits. Cette lucidité sur le cours normal de la vie, accessible à tous sauf à lui, intensifie son désespoir et le sentiment d'une sentence imméritée ou, du moins irrévocable. Il peut imaginer les joies simples, les interactions sociales, les possibilités infinies qui s'offrent à ceux qui sont libres, autant d'éléments qui viennent cruellement souligner sa propre immobilité et son destin funeste. Ce contraste peut engendrer un profond sentiment d'injustice, alimentant une amertume tenace envers une société qui continue de vivre sans se soucier de son sort. Ensuite, la conscience de la liberté des autres peut devenir un puissant moteur de ressentiment et de désespoir. Enfermée, impuissant et impuissante, la personne privée de liberté peut ressentir une vive frustration